Bonjour à tous et bienvenue sur Métacast, la chaîne de podcast dédiée au cancer du sein métastatique. Aujourd'hui, nous allons parler alimentation et j'ai le plaisir de recevoir Dr Bruno Reynard pour nous parler de ce sujet. Dr Reynard, bonjour. Bonjour. Dr Reynard, vous êtes médecin praticien spécialiste des centres de lutte contre le cancer. Vous êtes médecin nutritionniste et chef de service de nutrition de Gustave Roussy. Vous êtes également membre du réseau NACRE. Alors en cours de traitement, une des problématiques que rencontrent les patientes atteintes de cancer du sein métastatique est la perte de poids et de masse musculaire. Alors ma première question, Dr Reynard, quelles sont les conséquences d'une perte de poids au cours d'une chimiothérapie ou d'un traitement anticancéreux ? Alors, une perte de poids ou une perte de masse musculaire, parce que cela va souvent de pair, peut faciliter des complications liées au traitement et en particulier augmenter le risque de toxicité des traitements de chimiothérapie, c'est-à-dire augmenter le risque d'avoir des problèmes de perte de globules blancs, de perte de globules rouges et donc des infections, une fatigue plus importante. De plus, ces conséquences supplémentaires vont induire des arrêts de traitement, des retards de traitement et cela occasionne une perte de chance pour la personne qui est dénutrie ou qui a perdu de la masse musculaire. Enfin, on a quelques arguments maintenant pour penser que l'évolution de la maladie cancéreuse et la dégradation de l'état général liée aussi aux conséquences des traitements peut augmenter le risque d'une issue fatale liée en partie à ces problèmes de dénutrition. Et quels sont les facteurs qui participent à cette perte de poids ou de masse musculaire et surtout comment y remédier ? Alors, il y a de nombreux facteurs qui participent à la perte de poids et de masse musculaire. Évidemment, chaque patiente n'a pas l'ensemble de ces facteurs qui contribuent, mais souvent, il suffit d'un, deux, voire trois facteurs pour avoir une perte de poids, une perte de masse musculaire importante. Parmi eux, il faut d'abord noter les troubles de l'appétit, une diminution de l'envie de manger qui est aggravée souvent par une perte du moral, des douleurs, un manque de sommeil ou un sommeil de mauvaise qualité, mais aussi des phénomènes de troubles de la régulation de l'appétit au niveau du cerveau qui sont totalement inconscients et qui sont liés aux mauvaises expériences alimentaires accumulées pendant les traitements, favorisés par des problèmes de transit, de la diarrhée, de la constipation, des nausées surtout, avec des vomissements, des douleurs abdominales, et ce qu'on appelle l'acquisition d'aversion alimentaire, c'est-à-dire que, à force d'essayer de manger malgré toutes ces difficultés, malgré tous ces troubles digestifs, on va se dégoûter de certains aliments qu'on aimait précédemment, et donc on acquiert des dégoûts alimentaires. De plus, le fait de moins bouger, de moins avoir d'activité physique, de moins faire bouger ses muscles, eh bien, contribue à l'atrophie de la masse musculaire. Le fait de faire des régimes, qu'ils soient ou non prescrits par des médecins, que ça soit un régime pour l'hypertension ou le diabète, ou que ce soit des régimes tels qu'on les promeut actuellement dans certains médias, à but anti-cancer, le jeûne, le régime cétogène, etc., a, pour la plupart, tendance à aggraver ces phénomènes de dégradation de l'état nutritionnel. Alors, Dr Reynard, pour les patientes qui nous écoutent, quels sont les signes d'alerte ou quand dois-je m'inquiéter ou faire appel à un diététicien ou à un médecin nutritionniste ? Alors, il est important, effectivement, que chaque patient puisse être une alerte pour les praticiens et les diététiciens. Pour être simple, à partir du moment où on perd du poids au-delà d'une limite qui correspond à peu près à 5%, pour être concret, lorsqu'on fait 60 kilos, 5% de perte de poids, c'est 3 kilos. Ou quand on commence à avoir des difficultés à manger qui font qu'on mange moins des 2/3 ou des 3/4 de ce qu'on mange d'habitude,
eh bien, il faut en parler à son médecin traitant, il faut en parler à son oncologue et il faut suggérer ou demander de faire appel à un diététicien. On peut aussi être alerté par le fait qu'on a des douleurs dans la bouche, qu'on a des problèmes de transit, qui sont aussi des éléments qui peuvent contribuer à ces difficultés alimentaires. Merci, Dr Reynard. Alors maintenant, on a parlé des problèmes. Quels sont les moyens de prévenir ou de traiter ces pertes de poids au cours du traitement? Alors dans l'idéal, toute personne qui rentre dans un projet de soins avec des traitements anticancéreux devrait voir, au moins au début de la prise en charge, un diététicien ou un médecin nutritionniste pour une évaluation nutritionnelle complète et les premiers conseils de base qui vont permettre à chaque personne d'améliorer au jour le jour ses capacités à manger. Ce n'est malheureusement pas le cas actuellement parce que nous n'avons pas un nombre suffisant de diététiciens dans les établissements de soins qui font de la cancérologie. Il faut donc essayer d'avoir une alerte la plus précoce possible. Donc la première chose à faire, c'est vraiment, dès que commencent à apparaître les difficultés, à vraiment en parler au médecin pour qu'il demande l'aide d'un spécialiste. Ensuite, dès que commencent à apparaître ces difficultés pour manger, il y a 2-3 petits trucs qui fonctionnent relativement bien, qui ne sont pas toujours simples à mettre en œuvre, mais qui fonctionnent. Le premier, c'est comme il y a une pénibilité à manger, le fait de réduire la taille des repas et de fractionner son alimentation, c'est-à-dire de ne manger que la moitié du plat principal et peut-être une petite entrée ou juste le dessert, permet de ne pas aller au-delà des limites que son corps va mettre en alerte et donc de pouvoir ensuite avoir une digestion entre guillemets satisfaisante et puis quelques heures après de manger le reste de façon plus confortable. Ça peut aller jusqu'à grignoter tout le long de la journée si c'est la seule façon d'arriver à manger suffisamment. L'autre chose, c'est de plutôt favoriser les aliments qui sont riches en énergie, en calories et en protéines. Donc c'est pratiquement à l'opposé de ce qu'on dit pour quelqu'un qui est en bonne santé, chez qui on veut prévenir l'obésité, le diabète, etc. On leur demande de faire attention à ne pas manger des choses qui sont trop riches. Là, au contraire, puisqu'il y a des difficultés à manger et qu'on mange moins, on va demander à manger des choses qui rapportent, entre guillemets, du point de vue calorique. Pour prendre un exemple tout bête, quand on est en difficulté pour manger, qu'on a envie de rien, qu'on a à disposition une pomme ou un yaourt, vaut mieux manger le yaourt parce qu'il y a plus de calories et de protéines dans le yaourt que dans la pomme. Le troisième petit truc, c'est de ne pas faire de forcing, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser les limites que son corps vous donne. On reçoit des signaux qui viennent du tube digestif, du cerveau, un peu de partout, et qui disent attention, au-delà de cette limite, il y a une souffrance qui apparaît pendant qu'on mange. Donc, chaque personne doit écouter ces signaux et l'entourage doit aussi les entendre, c'est-à-dire que ce forcing alimentaire qui est parfois sollicité comme une injonction par les proches, par les médecins, n'est pas une bonne solution. Elle induit plus de risques de dégoût alimentaire que de bénéfices en termes de maintien de l'état nutritionnel. Quatrième point, on peut être amené à proposer en complément, puisque ça porte ce nom-là, de l'alimentation normale, ce qu'on appelle des substituts de repas, des compléments nutritionnels oraux, qui doivent être proposés non pas comme un élément lié à un échec de l'effort du patient à manger, mais comme une aide, vraiment une aide supplémentaire pour apporter le bon nombre de calories avec un objectif précis pour que le temps que les difficultés alimentaires ne passent, on puisse avoir la bonne quantité de calories.
Et pour finir, Dr Reynard, quelle est l'idée principale à retenir pour l'alimentation des patientes qui souffrent d'un cancer du sein métastatique ? Alors, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il va y avoir plusieurs logiques de prise en charge nutritionnelle. Comme on l'a dit tout à l'heure, avant la maladie, pour prévenir la maladie cancéreuse, un des objectifs, c'est d'éviter l'obésité. Donc, ce sont des objectifs nutritionnels liés à ce risque d'obésité. Attention aux produits de mauvaise qualité, les produits ultra transformés, les produits riches en sucre, les produits riches en gras. Pendant qu'on est malade, vraiment l'objectif principal, c'est pas perdre de poids, pas perdre de masse musculaire. Donc là, étonnamment, on va demander aux gens de manger tout et n'importe quoi à condition qu'ils mangent et qu'ils maintiennent leur poids. Et de nouveau, une fois qu'ils auront passé le cap des traitements, on va de nouveau leur proposer de faire attention à pas reprendre du poids, pas de reprendre de la masse grasse pour éviter la récidive. Et là, de nouveau, on va sur une attention particulière, un régime riche en fruits, en légumes, pauvre en produits riches en calories, en sucre, en gras. Et c'est là où il y a, je pense, une résilience à obtenir, une acceptation de changement de paradigme à des temps différents de la prise en charge. C'est très compliqué à accepter parce que les injonctions sont parfois contradictoires et incompréhensibles, mais c'est des temps différents, ce sont des objectifs différents, et donc ce sont des conseils nutritionnels différents. Et malheureusement, il n'y a que des spécialistes, des diététiciens, des médecins nutritionnistes qui vont être capables d'aider chaque personne au quotidien à appliquer réellement ces conseils, parce que c'est très difficile de le faire autrement. Un immense merci Dr Reynard de nous avoir éclairé sur ce volet alimentation dans le cancer du sein métastatique. Quant à nous, chers auditeurs, nous vous rappelons que vous pouvez gratuitement vous abonner à la chaîne Metacast, disponible sur toutes les grandes plateformes de podcast. Nous vous remercions de votre fidélité et vous retrouvons sur la chaîne Metacast. Chaque semaine, un nouvel épisode sera publié pour aborder une nouvelle thématique. Soyez au rendez-vous et à très bientôt.